Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, mais il y a 80 ans, exactement jour pour jour, ce n'était pas Sud Radio, c'était Radio Londres. Évidemment, comme vous le savez tous, auditeurs de Sud Radio, c'est notre générique, évidemment. C'était ce son unique et qui a d'ailleurs, quelques slogans ont préfiguré, ont annoncé le débarquement du 6 juin 44. Mais là, nous ne sommes pas en juin 44, nous sommes en juin 1940, le 18 exactement. Et voici ce qu'on pouvait entendre sur les ondes de Radio Londres. Écoutez. Berkoff dans tous ses états, le fait du jour. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Voilà. L'honneur, le bon sens, la patrie. Et comment il finissait, Charles de Gaulle, actuellement à Londres, comme il dit, comment finissait-il cet appel ? Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Et cette voix, n'a pas continué, effectivement, de parler. D'ailleurs, aujourd'hui, il disait, c'était Malraux qui disait, tout le monde a été et ou sera gaulliste. Et aujourd'hui, ils se disputent tous le devoir ou le droit ou l'honneur de porter un morceau de la Croix de Lorraine. Mais combien le mérite, c'est un autre problème. Et nous allons en parler avec Dominique Lormier, qui est écrivain, qui est historien, qui a écrit énormément de bouquins sur l'histoire et qui vient de sortir Les vérités cachées de la défaite de 1940 aux éditions du Rocher. Et il faut lire l'histoire. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le passé seront condamnés à le revivre, disait Santayana, et combien il avait raison. Dominique Lormier, la première question que je voudrais vous poser, c'est cette histoire de l'appel. En fait, comment ça s'est passé, justement? On est à 80 ans jour pour jour après cela. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est De Gaulle qui a pris l'initiative? Comment ça s'est passé? Alors, c'est De Gaulle qui a pris l'initiative, appuyé par Churchill, mais il faut savoir que l'entourage de Churchill y était totalement hostile. Et il y avait Lord Halifax, qui était un fervent partisan du maréchal Pétain, et qui, lui, s'était opposé au fait que De Gaulle fasse un appel à la résistance, qui aurait, en quelque sorte, condamné l'appel à l'armistice du maréchal Pétain, qui avait eu lieu un jour auparavant. Ouais. Et il y avait Chamberlain aussi qui était encore là. Enfin, tout à fait. Voilà, le Chamberlain. Et puis il y avait le fameux Daladier français dont Churchill disait oui, c'est le taureau du Vaucluse, mais un taureau avec des cornes d'escargot. C'est très joli. Alors, est-ce que De Gaulle, ça a été rédigé très rapidement? Est-ce qu'on sait comment, les circonstances, ça s'est passé très vite? Il a fait ça en 1 heure? Alors, il a passé pratiquement toute la nuit à rédiger, parce qu'il y a eu des corrections qui ont été faites par sa secrétaire et également par De Courcelles, qui était son attaché militaire, en quelque sorte. Oui. Donc, véritablement, ça s'est fait un petit peu dans la douleur, puisqu'il avait énormément de difficultés pour rédiger des textes, parce qu'il était extrêmement pointilleux et il avait un esprit qui n'était pas, je dirais, porté sur la rapidité de l'écriture. Il était assez tatillon sur la manière et sur le style. Donc, il s'y est repris à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, quand on voit le texte en lui-même, on voit pas mal de ratures et de corrections. Mais finalement, il est arrivé au bout. Et en fait, il faut le rappeler, ça n'a pas été enregistré le 18 juin. Il l'a refait, ça a été enregistré, ce qu'on vient d'écouter, je crois, 4 jours plus tard. Absolument. C'est ça. Et ça a été diffusé dans la presse française, dans quelques quotidiens régionaux, notamment La Provence et également, je crois, dans La Petite Gironde. Ah oui, qui était en zone libre. Tout à fait. Etc. Et alors justement, parlons maintenant justement de cette défaite de 40. Le livre, effectivement, contient énormément de révélations et d'inédits. En fait, cette défaite de 40, on ne va pas toute la raconter, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est erreur stratégique, manque de moyens, trop de certitude en soi?
qu'est-ce qui s'est passé si on avait à le résumer? Il y a eu des erreurs au niveau du haut commandement, c'est-à-dire ils se sont trompés sur l'axe réel de l'offensive allemande. C'est-à-dire ils l'ont vu au nord de la Belgique alors qu'elle a lieu plus au sud dans les Ardennes. D'où la ligne Maginot inutile. Voilà, mais la ligne Maginot a quand même servi, parce qu'en juin 40, les Allemands ont voulu l'attaquer de tous les côtés, ils ont été repoussés à plusieurs reprises. Et il faut savoir qu'au moment d'armistice, il y avait encore 45 des 53 gros ouvrages de la ligne Maginot qui demeuraient invaincus et qui avaient été attaqués de tous côtés. Néanmoins, le haut commandement français a été très vite dépassé par la rapidité de la progression allemande, mais il faut quand même savoir que la défaite de 40 n'est pas une défaite honteuse pour la France, c'est le premier round de la bataille d'Angleterre. Il faut avoir une vision panoramique de l'événement, à savoir que les Allemands ont eu quand même 30 à 50% de leurs chars mis hors de combat et 50% de leur aviation en 6 semaines, ce qui correspond aux 6 premiers mois des pertes matérielles allemandes de la campagne de Russie de 41. Donc les Allemands ont subi des pertes considérables, ce qui a permis à la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre, d'autant plus que sur les 450 000 soldats britanniques présents sur le sol français, 400 000 on peut rejoindre la Grande-Bretagne. C'était des soldats professionnels, avec notamment des personnalités comme Montgomery. C'est ça, et c'est là où la fameuse bataille d'Angleterre, la bataille aérienne notamment, a été perdue par les Allemands, et ça a été le premier revirement avant la Russie, bien sûr, avant Stalingrad et compagnie. Mais pour revenir à ça, en fait, il y a eu, certes, et c'est vrai, mais on a tous, les Français ont été les premiers de l'époque, ont été surpris par la vitesse avec laquelle les Allemands sont arrivés à Paris, par exemple. Est-ce que, si on voulait faire, encore une fois, pas du tout par autoflagellation, au contraire, pour vous, les principales erreurs du commandement français ont été lesquelles? Il y a eu l'erreur stratégique de croire que les Allemands attaquaient au nord de la Belgique alors qu'ils attaquaient dans les Ardennes, c'est d'avoir dégarni le secteur des Ardennes qui était le centre du front. Et ils n'y pensaient pas? Ou ils pensaient que c'était impossible? Ils pensaient que les Panzerdivisions ne pourraient pas traverser la forêt des Ardennes, alors qu'il y avait eu des jeux de guerre, des Kriegspiel qui avaient été établis dès les années 30 qui montraient que la forêt des Ardennes était franchissable par des chars. Donc il y a eu, je dirais, le général Gamelin qui commandait l'armée française était un général complètement dépassé par les événements. Il avait des certitudes sur la Belgique et il s'est totalement trompé sur l'axe réel de l'offensive allemande. D'accord. Et donc, effectivement, il y a eu une espèce c'est ça, d'aveuglement. Enfin, tout à fait. Et puis il y avait également une défaillance matérielle. 75% de nos chars n'avaient pas de poste radio pour mener des contre-attaques. Également, nous avions l'aviation qui luttait à 1 contre 3 contre les Allemands face à des avions allemands qui volaient à 100 km/h plus vite que nos avions. Donc véritablement, il y avait des défaillances matérielles à différents niveaux. La DCA est totalement inexistante. Généralement, on ignore que la première bataille de chars de la Seconde Guerre mondiale a été la bataille d'Annut en Belgique, et ça a été une victoire française qui a lieu entre le 12 et le 15 mai. Oui, c'est vrai, on ne parle pas de certaines victoires françaises là. Ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument lire ce livre, Les vérités cachées de la défaite de 40, pour voir ce qui s'est passé. Mais Jean-Marie me fait dire pourquoi la France n'a pas attaqué quand les Allemands étaient en Pologne. Au moment de l'invasion de la Pologne. Parce qu'on était dans une stratégie défensive. La France était un pays pacifiste qui avait été meurtri par les 1 400 000 tués de la Première Guerre mondiale, sur une population qui était moitié moins peuplée que celle de l'Allemagne. Donc, véritablement, on était dans une position défensive, arc-boutée derrière la ligne Maginot. Effectivement, à ce moment-là, on avait à peu près 80 divisions au moment de l'attaque allemande en Pologne face à 20 divisions allemandes. Mais les Allemands avaient construit quand même la ligne Siegfried, il faut quand même pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried. On l'a fait finalement en 45. C'est ça. Avec l'aide with a little help from my friends. Voilà, des Britanniques et des Américains. Mais justement, alors, comparaison n'est pas raison, Dominique Lormy, mais l'historien et l'écrivain que vous êtes, j'aimerais bien avoir votre sentiment. Encore une fois, nous sommes en guerre. C'était ce que disait Emmanuel Macron. Mais est-ce que dans ce Covid-19, encore une fois, toutes les différences et toutes les proportions gardées, est-ce qu'on n'a pas eu une ligne Maginot? Est-ce qu'on n'a pas eu un manque de munitions? Est-ce qu'on n'a pas eu ni masque, ni respirateur, ni test? Est-ce qu'on n'a pas dit, pourquoi je dis là une Jojo, ça se passe à Wuhan, nous on risque rien, etc., etc. On a quand même entendu ça pendant 2 mois. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est quoi? Alors encore une fois, je ne fais aucune comparaison au niveau de la dimension.
Mais l'histoire se renouvelle presque, j'allais dire, s'il n'y avait pas eu de mort, presque en caricature. Ah bah, il y a eu, je dirais, une totale impréparation face au Covid-19, on l'a bien vu. Alors je dirais que les véritables héros, ça a été les soignants, comme les héros de 1940, ça a été les soldats français qui se sont sacrifiés, et avec une démission des élites totales, c'est-à-dire que ce soit Madame Buzyn ou également d'autres personnalités, ils ont été, je dirais, totalement en retard au démarrage, si vous me permettez l'expression. Et avec Macron qui s'est pris pour un chef de guerre sur une guerre qui n'existait pas, parce que il faut garder quand même toute proportion gardée justement face à la situation. Il y a eu 60 000 tués en mai-juin 40 et 10 000 tués civils du côté français, alors qu'on est à 20 ou 30 000 tués du Covid-19. Donc, et puis en plus avec en 40 des villes qui avaient été complètement rasées par les combats. Donc je dirais il y a eu une sorte d'hystérisation du monde politique face au Covid-19 du fait d'une impréparation, et également aussi de certains médias qui ont cherché à hystériser dans la lignée également d'Emmanuel Macron. Oui, et en disant planquez-vous, planquez-vous, planquez-vous. Hein. Voilà, absolument. C'est une espèce de pacifisme, hein, tout ça. Il y a de ça là-dedans. Hein. Oui, bah c'est le pacifisme de gauche qu'on a retrouvé dans les années 30, qui nous a coûté très cher, et qu'on a retrouvé malheureusement au moment de la crise du Covid-19. Et il est intéressant de mettre en parallèle l'efficacité allemande à côté, qu'on a vu en 40 et qu'on a vu de nouveau cette année. Tout à fait raison, sans pousser le parallèle trop loin, c'est quand même assez hallucinant de voir qu'on se retrouve avec les puissances, quelles qu'elles soient, et surtout, j'allais dire, comme vous dites très très bien, et comme avait écrit l'historien Simon Epstein, le paradoxe français, c'est comment beaucoup de gens qui étaient à la LICRA, à l'ICA de l'époque, les droits de l'homme, etc., les antiracistes, qui sont retrouvés les premiers des collabos. Tout à fait, je le rappelle dans un de mes livres, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, où je cite d'ailleurs Simon Epstein, qui a fait un livre absolument remarquable, qui a rappelé que les premiers à avoir rejoint De Gaulle étaient souvent des maurassiens germanophobes, et que les premiers collabos avaient été souvent des gens de gauche. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des choses assez troublantes, encore une fois, sans pousser loin la comparaison. Mais je dirais que ce qui est passionnant dans cette histoire, et juste je voudrais un mot là-dessus, et puis nous allons reprendre, ensuite vous restez avec nous, c'est que ces mots aussi, honneur, patrie, France, on les entend pas beaucoup aujourd'hui. Bah, c'est pas très à la mode, ou alors on les ressort simplement pour des raisons politiques, de politique politicienne, pour des discours comme à Montcornet, etc. Montcornet à piston, je dirais, pour caricaturer. Mais en vérité, le mot patrie est devenu un mot qui est totalement galvaudé. On siffle la Marseillaise lorsqu'elle est jouée lors des matchs de compétition de football. Donc, véritablement, il y a un sursaut à faire. Et j'essaie de le faire, moi, à travers mes ouvrages, et il y a d'autres personnalités qui essaye également de renouer le lien de patriotisme au sein même de la population. Et vous le faites bien, Dominique Lormier. On se retrouve après ceci. Et vous continuez à nous appeler 0826 300 300. On vous donnera la parole à partir de 13h sur Sud Radio. On est toujours en compagnie de Berkoff dans tous ses états et de son invité Dominique Lormier, historien et auteur de ce livre sur le traumatisme français. Quand même, ce livre qui nous présente les vérités cachées de la défaite de 40. C'est publié aux éditions du Rocher. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio.